modérateur va être Roberto Di Meglio qui se charge de développement local et économie sociale et solidaire pour l'Organisation internationale du travail depuis 1989. Il travaille avec l'Organisation internationale du travail dans plusieurs pays, surtout en Amérique latine. Il a publié plusieurs documents et articles sur le développement économique local et l'économie sociale et solidaire. Il a promu la création de réseaux avec d'autres organisations internationales, des centres de formation et des institutions académiques. Il est coéditeur d'un site web, Le Cerveau Collectif, et il va être là de manière virtuelle et nous avons quelques intervenants de manière présentielle. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous cédons la parole au modérateur. Merci beaucoup à tous. Un applaudissement pour fermer cette journée merveilleuse comme il se doit. Bonjour à tous et à toutes. Une salutation depuis Genève, un remerciement pour les organisateurs, pour le GISEF, pour l'INAES, pour l'invitation de l'OIT. J'aurais beaucoup aimé être présent au Mexique, un pays fantastique que j'ai visité tant de fois, mais bon, tant pis, la situation ne le permet pas. Cette session d'initiative individuelle est un espace de réflexion depuis l'espace de l'économie sociale et solidaire. Les invités, les intervenants échangeront des expériences et des stratégies depuis leur domaine d'action pour co-créer et pour faire face à la crise que nous traversons. Une des pires crises de l'histoire récente de l'être humain et celle que nous vivons aujourd'hui. L'OIT estime qu'on a perdu en heures de travail 255 millions de postes de travail de temps complet. Les problèmes qui existaient avant continuent d'exister, simplement ils se sont aggravés. Et je parle là des inégalités croissantes, du travail précaire, de la pollution environnementale. Nous considérons qu'il est important de promouvoir l'économie sociale et solidaire pour créer des politiques centrées sur les personnes et la planète. Deux exemples. En mars de cette année, le Conseil de l'OIT a décidé de mettre sur l'ordre du jour dans la conférence internationale du travail réalisée à Genève en juin 2021 un point en relation avec l'économie sociale et solidaire centrée sur l'être humain. Ça va être une discussion générale. Et également, cette année, nous réalisons la 12e session de l'Académie sur l'économie sociale et solidaire au Portugal, même si ça se fera virtuellement. Le thème, ce sera comment construire l'économie sociale et solidaire en faveur de l'être humain et de la planète. Je vais mettre le lien je vais mettre là le lien où quelqu'un, au cas où quelqu'un souhaiterait d'avoir plus d'informations là-dessus. La dynamique de cette session sera fondamentalement la suivante. Nous avons 2 tours de parole, plus un espace pour les conclusions et un espace également pour les questions et les réponses. Les panélistes que nous avons aujourd'hui, c'est Blanca, especializada en marketing, emprendimiento, innovación por la Universidad Pública. Elle est spécialisée en marketing et elle a un master d'affaires d'une université de Suède. Elle a combiné des expériences à l'étranger comme consultante avec des projets et de l'enseignement. Actuellement, elle est responsable du domaine d'innovation et croissance d'un réseau du Pays basque. Sa ligne de travail, c'est la consolidation du tissu entrepreneurial. Ensuite, nous avons Julian Tukumbi, qui est gérant de consultant. Il appartient
euh, à la nation Quechua. Il a étudié un master à Flaxo en Équateur. Il a été spécialiste en développement humain de Salcedo et il a été coordinateur des projets de consolidation communautaire. Nous avons ensuite Mariana Espinosa, qui est conseillère de Salcedo. Elle a une licence en thérapie physique et présidente de la commission de l'égalité de genre. Elle a travaillé au ministère d'inclusion économique et sociale. Elle a fait avancer l'ordonnance pour l'inclusion des personnes handicapées et sur l'égalité entre les sexes. Actuellement, elle travaille sur une ordonnance pour la consolidation de l'économie populaire et solidaire. Ensuite, nous avons Caterina Diana Cervantes Paz. Elle a une licence en coordination sociale. Elle a un master en développement agricole. Elle est fondatrice des plateformes des agrobourses pour la commercialisation des produits en circuit court pour les agriculteurs locaux et pour les petits entrepreneurs urbains. Elle travaille en alliance avec l'association Inti-Illimani pour la mise en place de cuisines solaires. Elle est également fondatrice du réseau Pollinisé des communautés touristiques et elle est membre de la plateforme bolivienne face au changement climatique. Et finalement, Bernard Loriga de l'économie sociale et solidaire pour la Bernard Luyiga, qui vient de la ville de Campada. Il nous parlera d'un projet de Campada. Il est président de la salle Lumumba de l'université. Il est représentant des étudiants de la faculté de sciences sociales de cette même université. Bref, je vous les ai présentés brièvement, tous nos intervenants. Je vais leur céder la parole. Mais auparavant, je vais leur poser les questions qui nous serviront comme point de départ. Ensuite, vous aurez 7 minutes pour nous raconter quelque chose. Julian et Mariana partagent 7 minutes. Les questions sont les suivantes. Comment ont fonctionné jusqu'à présent les alliances qui existent dans l'économie sociale et solidaire? Est-ce que cela devrait changer? C'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le bénéfice tangible réel des réseaux de recherche et de coopération dans le secteur de l'économie sociale? J'espère avoir été suffisamment clair. Je donne la parole à Blanca du Pays Basque. Blanca, tu as la parole. Madame est en train de parler en basque. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui ici. Mon intervention va se centrer sur l'alliance que nous avons développée avec la mairie de Bilbao et l'économie sociale et solidaire de Euskadi, qui se traduit dans un mouvement qui s'appelle Polo Polo. Cette alliance a été construite dans un processus très long qui a fait l'objet de nombreux efforts, nombreuses propositions qu'il a fallu faire et refaire. Et surtout, cela a exigé une relation très solide entre les agents qui ont participé et le gouvernement local. Nous avons réalisé un travail conjoint très puissant pour identifier nos nécessités en commun et pour y répondre.
Pour vous mettre un petit peu en contexte, je vais vous raconter quelle est la situation à Euskadi de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons déjà un travail de très longue haleine et nous avons les Reis Euskadi qui a un trajet de plusieurs années. Nous avons 89 entités de plus de 19 secteurs économiques et ceci se traduit en 3300 postes de travail, une base sociale de plus de 27 000 personnes entre les partenaires, les travailleurs et les salariés. Et nous avons un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros. Et à Bilbao, nous avons porté ce partenariat. L'économie, l'ESS est assez épanouie, bien consolidée, car un grand pourcentage des entités du réseau se trouvent alentour, dans les banlieues, autour de la ville. Et ces chiffres d'affaires et tous ces chiffres que je vous ai donnés sont assez importants, mais ça continue d'être un secteur assez réduit. Et par conséquent, pour faire que l'économie sociale et solidaire aille bien en deçà des groupes adhérents et que ce soit une alternative réelle pour la société. Et c'est justement à ce but que nous organisons ce type de partenariat. Le partenariat, le but du partenariat est un objectif de la mairie, c'est-à-dire d'impliquer des activités pour générer des emplois et des activités économiques. Et dans le cadre de cette initiative, on priorise 4 piliers stratégiques: l'écotechnologie et les solutions urbaines, le secteur des services avancés, la technologie et la conception, et le tourisme, la santé et la qualité de vie. Et ces 4 secteurs priorisés par la mairie de Bilbao, on peut y ajouter le secteur stratégique de l'économie sociale et solidaire. En plus, ce n'est pas une ligne verticale, mais c'est plutôt une ligne transversale qui va au-delà d'un secteur spécifique et qui se cible sur la manière de gérer l'économie. Et on met l'accent sur le comment plus que sur le quoi. Et l'Ecolopolo est l'instrument principal pour développer cette ligne dont j'ai parlé. Il est important également de dire que ce projet, plus qu'une stratégie, s'est formalisé en l'insérant dans le plan de Madurato de la mairie de Bilbao 2019-2023. Et tout compte tenu du projet Ecolopolo, une politique publique qui donne une impulsion à l'ESS comme l'option préférentielle pour le développement économique et entrepreneurial, aussi bien sur Bilbao que sur le territoire d'Euskadi. Et nous devons dire également qu'il a été construit en collaboration entre l'administration, les universités, les entreprises et la communauté. Et entre-temps, nous allons le concrétiser dans le cadre d'un agrément de collaboration entre la mairie d'Euskadi et le territoire. Et pour en terminer, quelle est la proposition d'Ecolopolo qui se base sur 3 piliers, 3 volets principaux? La première idée d'Ecolopolo, c'est qu'on tient à offrir une forme différente de gérer les entreprises et de gérer l'économie qui aille au-delà d'un secteur spécifique, qui soit applicable à tout type d'activité, surtout de la chaîne de valeur. Alors, c'est la première idée de l'Econopolo, ce projet. La deuxième idée est que ça doit être un instrument d'intervention sociale pour l'économie sociale et solidaire. L'intervention sociale est clé car on cherche à éliminer les inégalités. Et depuis l'Econopolo, nous tenons à promouvoir des modèles d'emploi inclusifs et mettre l'accent sur les collectifs les plus vulnérables. Et en dernier lieu, la troisième idée que recueille l'Econopolo, c'est desservir la communauté. Il a été construit à partir de la communauté, pour la communauté, avec la participation de tous les agents qui sont établis dans le quartier où ce projet va être porté. Et dans le cadre de cette communauté, on tient à promouvoir des aspects différents de l'économie qui n'ont rien à voir avec les aspects monétaires, par exemple les bancs à l'emploi, les bancs de troc, les banques de troc, les réseaux de soutien avec les monnaies sociales, les devises sociales dont on a parlé hier avec le projet de Kilo qui fait partie de Econopolo.
Et en résumé, qu'est-ce que le projet d'Econopolo? Econopolo se veut un espace de référence physique et symbolique de l'économie sociale et solidaire où les agents pourront se retrouver, pourront partager et pourront porter en avant des projets conjoints et que par là même ce soit le porte-voix de l'ESS. Keris Casco, merci. Merci à Blanca. Merci pour votre intervention, madame. Et maintenant, je cède la parole à monsieur Julián et Margara. Et vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Un plaisir que de participer à ce G7 2021. Notre proposition part de la politique publique nationale dans notre pays et comment nous allons la concrétiser sur les créneaux locaux. Nous allons décrire la ligne de temps et l'avancée des stratégies publiques dans le cadre de ESS. En 2008, à partir de l'approbation de la nouvelle constitution de l'Équateur, il a été approuvé, promulgué que le système économique du pays est un espace ESS et on approuve une loi organique de ESS qui définit celle-ci comme une forme d'organisation économique des secteurs communautaires, associatifs, coopérativistes et des unités économiques populaires basées avec des réseaux de solidarité, réciprocité, de coopération où on privilégie l'être humain et sa coexistence. Et en même temps que la Constitution est promulguée, nous avons approuvé une stratégie publique qui gère les projets de coopération. En 2012, on crée les premiers mécanismes qui comprennent les acteurs de l'économie ESS avec certains bénéfices qui est dénominé les foires, qu'on intitule les foires économiques et les catalogues électroniques. Mais tout d'abord, qu'est-ce que sont les foires inclusives? Ce sont les systèmes de l'État pour satisfaire les demandes en biens, services, par exemple, de construction, de maintenance, de nettoyage, et où participent des associations, des coopératives, des guildes, des associations de métiers et des petits producteurs. Et bien d'autres. Ces mécanismes ne se limitent pas sur la valeur de l'embauchement. Ça peut être des contrats d'1 million, 2 000 millions, 200 millions, etc., ou bien plus. Et les critères principaux pour la sélection, c'est que ce soit des personnes qui soient organisées, qui aient une participation de personnes adultes, majeures et des personnes handicapées et qui offrent des produits de qualité. La question de quels sont les bénéfices qui en découlent. Bon, à ce but, nous avons conduit une recherche au préalable et nous avons inclus 80. Dans cette zone administrative, nous avons 1,5 million de personnes, enregistre 225 organisations de ESS. Dans le pays, il existe au tout 17 815 ESS, organisations ESS. Depuis 2012 jusqu'en 2021, nous avons généré 2556 procès d'achat par le biais de foires inclusives avec des millions de dollars. Le total national sur la même période de temps représente 557 millions de dollars. Et il faut mentionner que quand on a lancé ces procédures, il y avait plus de participation de petits et moyens producteurs non associés qui graduellement, et les acteurs de l'ESS ont adhéré à ces mécanismes pour leurs bénéfices. Et au cours de la pandémie, il y a plus de participation de ces acteurs que des acteurs non associés. Et les données ont été obtenues de façon non payante des plateformes de services d'achat public et l'ESS. Alors, nous voulons parler ici de la recherche pour soutenir une municipalité locale et que grâce à ces données, nous allons pouvoir construire et élaborer un document qui va concrétiser la réalité locale. Alors, Mariana Espinosa va expliquer un peu nos agissements au niveau local. Merci, Mariana. Merci, Julián. Salutations fraternelles depuis le canton de Salcedo, capitale mondiale des glaces. Et salutations chaleureuses. On aurait souhaité être ici en présentiel, mais il est incroyable qu'un si petit canton fasse partie de ce G7. Bon, Julián vous a déjà expliqué et vous a parlé des différentes solutions possibles aux problématiques de notre pays. Et pour être plus précis, notre petit canton, le canton Salcedo,
Salcedo. Et sur cette voie, pour nous préparer à participer à ce forum, nous avons pu analyser les problématiques des différents partenariats entre l'État et l'ESS. Et dans ce contexte-là, je voudrais mettre l'accent sur deux problématiques. Tout d'abord, l'ignorance, la méconnaissance pour que les producteurs puissent forger des partenariats, s'organiser et être plus forts, aussi bien dans la participation du secteur public par le biais des foires inclusives, mais également en ayant une présence avec leurs différents produits de manufacture locale. Une autre problématique très importante, c'est le manque de soutien que le gouvernement local a reçu et ce segment de la population. Il n'y a pas eu d'intervention urgente de la part des autorités par le biais de la mise en place de politiques publiques qui reconnaissent et soutiennent l'économie sociale et solidaire comme un mécanisme pour la génération de revenus, mais surtout pour que l'économie se dynamise dans notre canton et dans notre province. Il y a bien d'autres facteurs qui jouent là-dedans, tels les difficultés à l'accès à d'autres services, la connexion, l'éducation également, et qui ont un grand poids dans ces secteurs ces dernières années, ces derniers mois qui se sont écoulés. On voit des problématiques au niveau social et, bon, évidemment, en soulignant la pandémie, il y a de nombreux types d'affaires qui ont surgi dans le canton de Salcedo et les entrepreneuriats sont liés à cette économie. Toutefois, les rêves qu'ils avaient ont stagné car ils n'ont pas reçu de soutien, ils avaient une méconnaissance, ils n'ont pas reçu de formation en continu pour renforcer l'ESS. C'est pour cela que nous, en tant que gouvernement autonome, décentralisé ou municipalité locale, nous sommes en train de lancer un programme d'ordonnance, une politique publique qui pourra soutenir, qui pourra éduquer, qui pourra former ce petit segment, ce prolétariat et les autorités également. Le service d'embauche publique pour que nos entrepreneurs, ces petites et moyennes affaires ne stagnent pas, ne s'embourbent pas, qu'elles continuent à croître et qu'elles fassent partie de la reprise économique du canton, de notre province et de notre pays au moyen de la manufacture locale avec des produits de qualité qui sont importants pour la croissance de l'économie finalement. Et comme je l'ai déjà dit, notre objectif principal est que tout ce qui sera généré au niveau municipal et le gouvernement autonome décentralisé, ces organisations également, restent ici dans le canton Salcedo où nous pourrons prévaloir avec l'échange de culture, l'échange de produits, mais également nous faire connaître grâce aux actions de nos petits entrepreneurs. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut vous dire qu'il est important de changer les partenariats existants. Évidemment, il faut les changer. Il doit y avoir une intervention urgente de la part des autorités et ce chaînon de confiance avec nos entrepreneurs pour que leur rêve d'évoluer en tant qu'entreprise ne s'effondre pas. Alors, nous allons parler des solutions locales dans le canton Salcedo que nous sommes en train de mettre en place et nous sommes en train de construire notre stratégie et nous sommes absolument passionnés de voir les problématiques, les manques qu'il y a et les possibilités qu'on aura pour voir que ce petit segment du canton puisse être renforcé, puisse évoluer l'économie également, l'économie populaire solidaire et sociale se voit également bénéficier et renforcée. Merci, un plaisir. Merci Mariana, merci Julian et je donne maintenant la parole à Catherine Eliana Fernandez Paz. Catherine, vous avez la parole. Merci, bonjour. Bonjour. Où que vous vous trouviez, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bon, nous, en Bolivie, nous sommes en train de promouvoir les voyages d'eurotourisme pour unir la ville et la campagne. Alors,
De nombreuses organisations dans divers pays sont en train de porter ces actions, ces stratégies. Bon, le réseau Pollinisé porte ce nom car nous voulons établir l'analogie que les communautés rurales que nous visitons sont les fleurs et les agrotouristes sont un agent pollinisateur qui vont porter cette pensée à une destination de reproduction. C'est notre pensée fondamentale et que ce soit une stratégie très digne à accomplir et que nous puissions produire des aliments sains car on ne sait même plus ce qu'on mange maintenant, que nous soyons des consommateurs informés, éclairés. Mais c'est une tâche, les personnes ne veulent rien savoir, ne veulent pas s'informer, continuent à manger n'importe quoi, la tâche devient de plus en plus difficile. Alors les familles d'agriculteurs qui font partie du réseau Pollinisal et gèrent cette tâche par vocation. Ils ont démarré et amorcé ce travail en ayant pour but de rapprocher nos acheteurs, caseros et caseras, des aliments que produisent ces familles et les rapprocher des sources alimentaires, des systèmes de production et pour qu'ils soient à mieux de connaître quelles sont les activités agricoles que gère chaque famille au jour le jour, dans leur quotidien, dans leurs gestes quotidiens, leur façon d'être de tous les jours, de telle façon qu'on puisse rapprocher les liens avec eux pour qu'ensemble, nous puissions acheminer toutes les stratégies. Donc, c'est parfois compliqué. Il y a des personnes qui s'impliquent immédiatement. Il y en a d'autres qui ont grand mal à le faire. Et à chaque visite, on essaie de faire une visite par semaine au moins. Et il y a plus de 22 communautés dans le département de La Paz, en Bolivie, qui est le siège du gouvernement et qui, en plus, est un département qui a un résumé écologique de toutes les différentes courses, les différents niveaux du pays. Il y a plusieurs offres des communautés lacustres sur l'altiplan, les yungas, les hauts plateaux, les yungas, les zones sous-tropicales, les zones tropicales. Nous avons également les sommets enneigés, les vallées desséchées. Alors, chaque famille a une tradition productive différente selon leur écosystème. Ils produisent ils ont des jardins protégés, des chameaux, des végétaux, des fruits. Et nous avons des alpacas et nous avons des tisserands autour du lac Titicaca. Alors, la production alimentaire et artisanale et la tradition médicale, les fleurs très diversifiées et les engrais également. Et on est en train d'incursionner dans les intrants bio et c'est une tâche, nous ne pouvons pas nous dire à 100% bio, il faut avoir des objectifs bio. Mais soyons sincères, on a grand mal à offrir des produits nettement écologiques car la pollution, elle est globale. Ceci n'est pas une grande nouvelle. Alors, si un agriculteur amorce un travail en reprenant les pratiques traditionnelles des grands-parents, peut-être le produit a été pollué par les voisins qui peut-être utilisent des engrais synthétiques à cause de la pollinisation même de l'air, de l'eau, etc., qu'ils utilisent en commun. Et en plus, le cycle tourne en rond, c'est-à-dire l'eau vient et puis revient. Alors, il est difficile de dire à l'acheteur cette patate ou cet oignon est bio. On le tromperait parce que c'est pas possible. Mais oui, on arrive à faire face à la réalité. Oui, on a toute cette idée, toute cette intention de produire des aliments propres et sains. Et les acheteurs, les consommateurs cherchent, suite à la pandémie, des aliments sains. Et nous sommes à nous repencher sur nos histoires, sur nos graines, même avant les graines. Mais il est assez difficile de garantir un produit à 100% bio. Donc, il faut trouver à un moment donné les meilleurs produits possibles et dire que de toute façon, ce produit ne va pas avoir un mauvais ou porter tort au corps. C'est difficile à affirmer parce que telle est la situation de la planète et nous allons apprendre à faire ce travail de tourisme au jour le jour. C'est une méthodologie, c'est un réseau ouvert. On apprend par la pratique. Toutes les communautés rurales peuvent adhérer. Nous avons des procédures
qui s'insèrent, qui s'incorporent avec leur famille, leur communauté. Et bon, ceux qui trouvent une vocation dans ce travail, ce n'est pas simple. On a besoin de former les gens et on forme les gens en permanence. Alors, c'est un échange horizontal entre les zones urbaines et la campagne. C'est une rencontre où la beauté des paysages et j'aurais beaucoup aimé vous montrer ces paysages absolument inédits et des scénarios sans précédent qui nous tirent de nos gestes quotidiens pour que les personnes puissent ressentir ces écosystèmes et retrouver l'origine, la source des aliments, comment est-ce que ces aliments arrivent et se trouvent sur leurs assiettes. Et c'est comme ça qu'on pourra obtenir l'engagement des personnes, car si nous parlons dans une salle de cours et dans un forum, c'est un discours, ça reste, les mots, ce n'est que des mots, mais si on passe pas à l'action, on ne va jamais prendre des engagements ni assumer des responsabilités que nous devrions tous avoir depuis notre naissance. Alors, ce qu'on recherche par l'agrotourisme, c'est que la ville, la campagne s'unissent, qu'ils échangent les savoirs, les connaissances, les questions, et partagent également les objectifs et qui sachent qu'ils ont plus de choses en commun que ce qu'ils croient et qui peuvent être plus forts s'ils restent unis. Et grâce à cette méthodologie, nous avons maintenant plus de 800 suiveurs adhérents permanents. Nous n'avons pas de bureau, nous ne travaillons pas dans un immeuble, nous nous déplaçons tout le temps, constamment, nous visitons et alors c'est un travail d'enrichissement mutuel, réciproque. Alors cette communauté va transmettre ses savoirs aux communautés qui s'insèrent, qui s'intègrent et c'est ainsi qu'on va accroître le nombre de familles qui sont très engagés. D'une région à l'autre, c'est compliqué. La technologie collabore, mais on essaye de tenir des rencontres présentielles de temps en temps, régulièrement, afin de planifier notre travail, renforcer les principes du travail qui guident le travail. Et par exemple, la veste que je porte, c'est quelque chose qui nous identifie visuellement quand et nos affiches sont saisies sont téléchargées sur le réseau, on les affiche sur les réseaux pour qu'on les reconnaisse et à la distance les familles qui sont membres de ce système, qui puissent raffirmer leur appartenance à ce réseau et se souvenir toujours du type d'alimentation qu'ils doivent offrir, qui reflète la production de la terre et toute la chaîne que cela implique et la séquence que cela implique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. C'est très intéressant. Et maintenant, je donne la parole à Bernard. Bernard, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Il est 7 heures du soir chez moi. Alors, il fait noir déjà. Alors, c'est un plaisir d'être ici, de participer à cette session si importante. C'est vraiment un privilège, c'est un honneur d'en faire partie. Et bon, nous avons de nombreuses initiatives en Ouganda et c'est de ça que je vais parler. GSF, merci pour cette possibilité de présenter mon initiative et merci pour toutes vos actions. Et je remercie également le gouvernement du Mexique. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Enardo Vita d'Ouganda. Je suis le cofondateur de Social Seneca, qui est un réseau qui travaille vers une économie sociale et solidaire au centre de l'Afrique. Et tout le monde se demande pourquoi on cible deux régions d'Afrique, l'Afrique centrale et l'Afrique orientale. Mais
Nous devons penser aux ressources disponibles dans les deux régions et qui comprennent la moitié de la population du continent d'Afrique. Quand on combine les populations de l'Est d'Afrique et de l'Afrique centrale, on parle de 640 millions de personnes, d'un total de 1,3 milliard. Et c'est la population. Alors, on parle d'une région très peuplée en Afrique, y compris 8%, on représente 8% de la population mondiale. Donc, c'est une région très peuplée, mais les questions que nous nous posons et qui nous viennent à l'esprit, c'est que cette région du centre d'Afrique est une des plus pauvres. Quand on analyse et valorise les pays autour du monde, quand on essaye de faire un tableau de qualification, un tableau de notation, c'est une des régions les plus pauvres, les plus démunies. Heureusement, cette région a des ressources. Si on parle de l'Est d'Afrique orientale, nous avons énormément de ressources en tant que continent et la majorité des ressources, elles proviennent de ces deux régions-là. Alors, comment pouvons-nous expliquer le fait qu'une région qui est riche en ressources naturelles, une région qui a une population si importante, qui a des minéraux, du gaz naturel, une région qui a la faune, la flore et la faune. La région a plus de 30% des réserves minérales mondiales, 8% du gaz naturel et 12% du pétrole, une vaste population. Alors, on se demande pourquoi. Pourquoi c'est une des régions les plus délaissées, les plus pauvres? Alors, c'est une question clé. Et c'est pour ça que je la présente comme un élément dans le cadre de l'ESS. Le GCF nous a donné la possibilité en deux occasions, nous a donné l'occasion de participer. Et maintenant, je peux manifester que nous sommes très productifs. Et le grand défi maintenant, nous avons 36% de pauvreté. Nous sommes une des régions les plus pauvres et ces régions ont été atteintes par les guerres, les régions, les maladies, l'instabilité. Alors, il y a eu de nombreuses interventions de la part du secteur public, mais je considère que la situation ne s'améliore pas. Et il me semble que par le biais d'une économie sociale et solidaire, nous pourrions résoudre la plupart des défis que nous devons relever, surtout dans cette région. Bon, évidemment, nous avons lancé cette initiative et nous en avons formalisé les opérations en 2021. Et heureusement, à ce moment-là, quand nous avons amorcé les activités, nous avons nous avons été atteints par la pandémie de la COVID-19 et donc nous avons eu de grands défis à la mise en place. Nous voulions recréer des réseaux avec les ESS, avec les différents pays en Ouganda. Et maintenant, nous avons 5 organisations qui font partie de ce réseau. Donc, c'est avec enthousiasme qu'on suit les initiatives que nous voulons amorcer. Nous voulons atteindre les gouvernements locaux, les régions qui se ciblent sur l'ESS, par exemple, en Tanzanie, au sud du Soudan, à Rwanda, Burundi, le Congo. Nous voulons nous rapprocher d'eux, établir des partenariats ESS avec les gouvernements locaux. On ne peut pas le faire tout seul en tant qu'entité. Nous ne pouvons pas travailler pour notre propre compte. Quand on s'unit, quand on travaille côte à côte, on peut aller bien plus loin. Alors, voici nos objectifs. Nous
devons travailler pour faire fonctionner l'écosystème. Ça doit être la priorité de nos agendas, de nos programmes, car ce qui se passe en ce moment, nous ne voyons que des profits personnels, des profits financiers personnels, mais nous promouvons un système et maintenant, on va défendre les ESS. On veut créer des programmes et nous rapprocher des ESS dans les différentes régions et nous devrions ainsi parvenir à nos objectifs. Et nous voyons que l'incidence de la COVID continue à fléchir et ainsi on pourra mettre en place et déployer nos activités. Et nous ne pouvons pas marcher tout seuls et marcher en silo en tant qu'ESS. Nous devons marcher en partenariat avec les gouvernements locaux et nous devons faire que le secteur privé participe. Alors, on est en train de réfléchir et voir comment on va harmoniser nos alliances et savoir comment nous allons pouvoir mettre en place et déployer nos initiatives en travaillant conjointement avec les différentes entités et les acteurs différents. Donc, espérons que lorsque la situation de la pandémie passera, que nous pourrons faire avancer d'autres initiatives. Nous envisageons avec enthousiasme tous les échanges d'expériences. Tous ces participants ont eu tant d'expérience dans l'économie sociale et solidaire. Nous sommes enthousiasmés par l'idée d'obtenir du soutien de leur part afin d'avancer, de faire avancer l'agenda de l'économie sociale et solidaire dans le centre de la vie. Merci, Bernard. Merci, Bernard, pour sa présentation. Me parece muy rápidamente unos comentarios rápidos sobre. Je vais faire quelques commentaires rapides sur leur présentation. A los resultados, ¿no? Que han conseguido. Surtout par rapport aux résultats auxquels vous êtes parvenus grâce à ces alliances. Je pense que Blanca a mis l'accent sur un thème important. Le Pays basque est une région avec une énorme tradition en économie sociale et solidaire. Et cependant, l'Alliance a quand même réussi à ce que le gouvernement local ait priorisé l'économie sociale et solidaire d'une manière transversale. Et je crois que c'est la manière la plus correcte de faire les choses parce que l'économie sociale et solidaire est transversale aux aspects économiques et sociaux. Julián y Mariana, bueno, han hablado de resultados. Julián et Mariana ont parlé de résultats de l'augmentation dans les transactions économiques. C'est ce que Julián a dit. Et Mariana a parlé de la nécessité de veiller à ce que l'activité économique soit enracinée dans les territoires. Ce qui est analysé pour que les richesses ne partent pas vers l'extérieur. Il faut arrêter ce type de transfert des richesses. L'économie sociale a ce type de caractéristiques qui permettent d'enraciner l'activité économique. Bernard a parlé des réseaux dans les régions les plus pauvres et en même temps les plus riches de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale a beaucoup de richesses, beaucoup de ressources naturelles et cependant, il ne faut pas créer les conditions pour que cette richesse se traduise. Bon, il faut créer les conditions pour que cette richesse retribue directement les populations.
Par ailleurs, on nous a parlé de la relation fondamentale entre les, ch- les champs et la province et la ville, les zones rurales et la ville. Et on nous a parlé de l'exemple que l'on donne à travers l'action. Le chemin a été long, mais les exemples augmentent. Donc, tout ceci ayant été dit, je veux rappeler aux participants physiques et virtuels que vous pouvez laisser vos commentaires, vos opinions et vos réponses aux questions que nous avons posées dans les espaces indiqués. Et nous allons passer au deuxième tour de questions. Lors de ce deuxième tour de prise de parole, je demande quelles sont les stratégies qui doivent être mises en place par les personnes, les groupes, les pays afin de mettre en place un monde plus inclusif. Quelles sont les actions qui doivent être mises en place depuis le niveau local? Ce n'est pas une question facile. Vous avez chacun 5 minutes. Julian et Mariana, vous partagez le temps et je cède la parole selon l'ordre qui a été établi. Donc, c'est Blanca qui a la parole. Merci beaucoup, Roberto. Moi, je vais vous raconter comment nous concrétisons cette alliance. Il est vrai qu'il est important de souligner que l'Ecolopolos a été mis en marche très récemment, au début de cette année. Donc, nous en sommes encore au début du chemin et nous sommes encore en train de définir beaucoup de choses. Mais nous avons déjà défini 3 lignes de travail concrètes que je vais vous raconter, dont je vais vous parler tout de suite. La première ligne de travail, c'est la ligne des entreprises. Nous développons d'un côté des activités d'entrepreneuriat et d'un autre côté, nous mettons en place des modèles d'organisation prenant en considération la perspective féministe. La deuxième ligne de travail que nous avons à Ecolopolos, c'est l'éco-commerce. Ce que nous voulons, c'est de faire avancer un marché alternatif donnant de la visibilité aux initiatives d'économie sociale et solidaire et qui, en plus, sensibilise les différents secteurs de la citoyenneté quant aux initiatives qui existent déjà, qu'ils peuvent consommer. Et nous voulons favoriser la coopération entre les entités qui font déjà partie de l'écosystème de l'énergie, de l'économie sociale et solidaire et faciliter des voies de financement qui soient alternatives et éthiques. Et pour finir, la dernière ligne de travail que nous avons dans l'Ecolopolo, c'est une ligne spécifique qui est la ligne de l'achat public responsable. Dans ce sens, ce que nous voulons faire, c'est travailler conjointement avec la mairie pour développer des pratiques qui favorisent l'économie sociale et solidaire et leurs membres. Et nous voulons faire pression pour que l'on inclue l'économie sociale et solidaire dans les appels d'offres. Voilà. Donc, dans cette année, dans quelles actions concrètes ça va se traduire? Pour la ligne entreprise, très prochainement, d'ailleurs en novembre, on va lancer un programme formatif et d'accompagnement pour la mise en marche de projets d'économie sociale et solidaire à Bilbao. Ce programme va être destiné d'un côté aux entreprises qui ont un projet d'économie sociale et solidaire et d'un autre côté aux associations cherchant à professionnaliser leur activité et pour finir aux entreprises mercantiles voulant transiter vers des modèles d'économie sociale et solidaire. Cette formation a 2 volets. Un premier volet formatif, théorico-pratique, qui aurait également des sessions de networking pour que les entreprises se connectent entre elles et aussi avec l'écosystème. Et d'un autre côté, il y a un accompagnement de 18 heures par entrepreneuriat où l'on créera un itinéraire ad hoc.
On va réaliser des visites guidées dans différentes entités de l'économie sociale et solidaire, par exemple des projets d'énergie renouvelable, de la banque éthique, des supermarchés coopératifs, des vêtements d'occasion et un long, etc., qui est déjà à l'intérieur du réseau. Et ça va être destiné aux différents secteurs de la citoyenneté. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est à développer l'économie sociale et solidaire et à inciter à la consommation là-dedans. Et finalement, pour la consommation responsable, la semaine prochaine, nous allons lancer 2 formations destinées au personnel technique de la mairie qui se charge des appels d'offres publics. Et ce que nous allons faire, c'est d'introduire les acquisitions publiques responsables, comment ces principes peuvent être appliqués, et nous allons résoudre les questions concrètes sur comment ils peuvent actualiser ça, mettre en pratique tout ça dans le jour le jour. Ce que nous allons faire, c'est de monter une web avec des checklists, avec des exemples de contrats existants et des clauses qui pourraient être appliquées, des clauses environnementales qui pourraient être appliquées. Et par ailleurs, ce qui a été fait, c'est d'inclure pour les clauses sociales une clause, on a inclus ici que l'on réserve un budget assez important pour les économies sociales et solidaires. Esquerri Casco Blanca. Maintenant, je cède la parole à Julien et Mariana. Merci de nouveau. Je vais me centrer sur la première question. Depuis la politique publique et les gouvernements, ce que nous voulons, c'est de voir comment nous aussi, on va soutenir tout ça. Je vais parler de 4 exemples. À la province du Chimborazo, par exemple, nous avons eu 7 associations locales qui ont gagné les appels d'offres. Par exemple, il y avait une association de catering, cela a eu une valeur de $100,000. Nous avons travaillé également, nous avons travaillé avec des crèches locales, des artisans locaux. L'on a créé un travail avec une association de propreté pour une valeur de $230,000 pour un an. Les bénéficiaires directs à la fin, c'est les membres des organisations, puisque les richesses sont redistribuées entre les participants et les richesses ne se concentrent pas en quelques mains. En premier lieu, nous pensons qu'il faut écouter les personnes qui font partie de ces organisations pour savoir quelles sont leurs nécessités, leurs intérêts, comment ils décident de s'organiser et quelles sont les difficultés qu'ils ont. Nous avions consulté un représentant d'une association des services d'alimentation pour voir quelles sont les difficultés qu'il croit avoir. Elle nous a dit, on avait le problème suivant, il n'engageait qu'une seule personne. Nous sommes petits et on est petit, mais on a pu participer. Et nous, on a réussi à bénéficier toute une association, pas une seule personne. Nous, on utilise le terme économie sociale et solidaire. Bon, en deuxième lieu, on croit qu'il faut protéger les organismes qui favorisent l'économie locale et qu'il faut simplifier les processus bureaucratiques. Nous avons consulté l'un de ces fonctionnaires publics pour savoir ce qu'il pensait des foires inclusives comme mécanisme d'inclusion, de relations, de communication entre les organisations civiles et les produits et les producteurs. Et apparemment, il y a encore une certaine insuffisance. L'économie sociale, mais l'économie sociale réduit l'informalité. En troisième lieu, nous pensons qu'il est essentiel de
considérer la participation de la femme dans les organisations de l'économie sociale et solidaire. La plupart de ces organisations ont une grande participation des femmes, tout du moins en Équateur, peut-être aussi ailleurs. Ces femmes, après leurs activités journalières, se chargent des activités du foyer qui souvent ne sont pas considérées comme du travail. Nous devons développer des processus plus inclusifs et plus redistributeurs de la richesse. Mariana va parler au niveau local de l'action concrète que nous réalisons. Merci, Julian. Oui, effectivement, nous avons répondu à une question clé. Quelles actions doivent être mises en place au niveau local? Je voudrais dire que les actions doivent partir sans aucun doute des gouvernements locaux et analyser ces défaillances qui, pendant des années, ont conduit à la disparition de certaines organisations et aussi et qui ont bloqué la formalisation des petits et moyens producteurs. À Salcedo, notre point de départ pour la recherche, ça a été de nous demander pourquoi est-ce que certaines associations ont disparu. Pourquoi celles qui sont encore actives ne se développent pas? Pourquoi elles ne s'associent pas pour participer à d'autres processus? Comme le disait Julian, l'effort inclusif était là. Donc, nous, les conseillères du canton Salcedo, nous avons proposé de créer un projet d'ordonnance de loi, ordonnance législative, qui a le nom de consolidation de l'économie sociale et solidaire à travers des foires inclusives dans le cadre des acquisitions publiques. Donc, nous, on a parlé au début des alliances. Les alliances stratégiques ont pour but la recherche commune des résultats. La première phase commence avec l'alliance stratégique avec l'académie, avec les instituts et les universités, les institutions d'éducation supérieure ou avec les étudiants et les enseignants. Nous essayons d'arriver au territoire pour voir quelles sont les nécessités particulières de chaque communauté. Ensuite, dans un deuxième pas, nous voulons évaluer les résultats pour voir vraiment quelles sont les nécessités des situations telles que la démographie, les caractéristiques des services de base, l'accès à la santé, à l'éducation. Voici également quelques thèmes qu'il faut clarifier à partir des statistiques. Il est important de dire que l'organisation est le point essentiel qui permet que certaines entreprises puissent perdurer tout au long du temps. Notre troisième pas, c'est d'avoir déjà un listing des associations et avec ces groupes, nous voulons être des pionniers du dialogue pour que les idées, les nécessités soient bien explicites et pour que nous sachions ce dont ont besoin nos entrepreneurs et pour mieux construire les alliances. Et à partir de là, on peut construire une ordonnance, un modèle de loi afin d'imposer l'économie sociale et solidaire comme une loi où le gouvernement autonome décentralisé devra destiner une partie du budget pour financer des espaces faisant la promotion des foires inclusives. Et investir chaque année dans des produits comme la machinerie, le transport, le nettoyage, etc., entre autres. Et un dernier pas, c'est de mettre en exécution ce projet de loi. Et ici, à Salcedo, on le fait dans un premier et un deuxième moment. Et après ça, on va passer à l'exécution. Donc, il y a des foires locales et des processus publics où certaines associations et des personnes naturelles, mais parfaitement formées, pourront participer. C'est ce qu'on veut faire dans ce premier espace toute l'année prochaine et analyser les résultats pour connaître l'impact de ce projet d'ordonnance et réaliser des modifications à l'avenir. Mais notre objectif principal
et de considérer cette économie sociale et solidaire, que cette économie soit une priorité à Salcedo. Merci à Julián et Mariana. Et maintenant, nous cédons la parole à Catherine. Merci. Pour répondre à cette question, je pense qu'il y a certaines lignes de travail qui font partie des principes, de nos principes de fonctionnement. Par exemple, la gestion intégrale de la biodiversité, parce que pour garantir la production d'aliments, nous avons besoin non seulement de conserver les graines, mais le travail est beaucoup plus complexe. Il s'agit de comprendre ce que c'est qu'un écosystème, comment nous sommes interconnectés, comment fonctionne toute la biodiversité, ce qui a été longuement mentionné toute la semaine, et comprendre dans quel échelon nous nous situons, parce que nous ne sommes qu'un échelon parmi les êtres vivants. Une fois que nous aurons compris ceci, nous pouvons assumer des responsabilités afin de garantir de l'eau, de l'oxygène, les services naturels en faveur des futures générations, parce que c'est le présent qui est en crise. Donc, la gestion de la biodiversité implique beaucoup d'actions quotidiennes de la part de tout le monde, qu'on soit producteur ou consommateur, qu'on vive en ville ou dans les zones rurales. Une autre ligne importante de travail, c'est le patrimoine alimentaire. Comprendre d'où viennent les aliments, comprendre la transformation des aliments. Actuellement, nos rues, nos zones rurales, tout le monde copie ce que fait la ville en fonction de ce que l'on croit être le développement. Mais on copie tout ce qui est négatif. Alors que dans les zones, et maintenant dans les zones rurales, on peut trouver de la malbouffe, des aliments ultra traités. Et donc, on doit se rendre compte de ce que c'est que vraiment le patrimoine alimentaire. Nous devons le récupérer, le diffuser et diffuser également les innovations. Maintenant, la gastronomie est une profession choisie par les nouvelles générations qui font des incursions dans d'autres schémas, d'autres manières de vivre. Nous avons également les personnes qui s'intéressent aux animaux et qui font la promotion des vins. Au niveau de la nourriture, beaucoup de jeunes proposent des choses intéressantes. Je pense qu'il faut vraiment les soutenir parce qu'ils le font avec leurs propres ressources. Il faut un soutien structurel parce qu'il n'y a pas vraiment, on ne remarque pas encore un soutien structurel. Il y a des écoles de formation, etc., mais on ne peut pas continuer dans cette même logique de former, doter un certificat et ensuite le laisser à leur sort. Il faut que ceci donne lieu à un changement de mentalité. Donc, si nous sommes seuls et si les gouvernements nous soutiennent peu, il faut que nous nous allions et que nous consolidions nos engagements. Donc, en décidant ce qu'on va manger chaque jour, il faut qu'on pense à cette dynamique et que nous exercions notre pouvoir de consommateur, des agriculteurs, parce que c'est là qu'il y a des propositions. Nous ne pouvons pas toujours trouver des propositions dans les lois, les normes et la planification gouvernementale. Parfois, cela en reste uniquement au papier. Si on ne l'opérativise pas depuis la pratique, ça ne va pas devenir une réalité. Il faut qu'on agisse avec ou sans les gouvernements. Donc, de cette manière, on peut créer des politiques qui ensuite s'élèveront au rang de politique publique. Mais il faut que cela parte de l'action et l'action quotidienne qui est sous le contrôle de n'importe quel être humain, c'est ce que l'on va manger. On peut contrôler ce qu'on met dans nos assiettes
Ça, on peut le contrôler. Là, il n'y a plus aucun prétexte pour dire que je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai que ça à m'apporter. Parce que justement, l'une des choses qu'on a pu constater dans le travail de l'agrotourisme, c'est que l'alimentation primaire est de faible coût. Donc, si on analyse bien tout ceci, parfois l'information est trompeuse. La publicité nous dit que les aliments naturels sont plus chers que les aliments industriels. Si nous confirmons si nous défions cette information, nous pouvons nous rendre compte que l'on peut trouver des aliments naturels pas chers. Il y a, c'est vrai, des pays qui n'ont pas beaucoup d'agriculture et qui dépendent des importations des aliments industriels. Mais même dans ces pays-là, je suis certaine que l'on peut trouver de l'alimentation primaire qui n'est pas chère. Parce que la publicité, en général, nous dit, nous manipule de plusieurs manières et on nous fait croire que les matières premières ne sont plus trouvables, comme s'il n'y avait plus moyen de trouver des aliments écologiques à la portée de la main, comme s'il n'y avait que l'industrie qui pouvait résoudre les problèmes de la faim. Alors que c'est un mensonge. En réalité, la pauvreté est toujours liée à la malnutrition. Aujourd'hui, nous savons par exemple que les problèmes d'obésité, d'allergie, de cancer sont liés à une consommation incorrecte. Ce n'est pas parce que je suis pauvre, je vais manger mal. Parfois, même les personnes qui ont beaucoup d'argent mangent mal. Par exemple, si je peux payer une livraison d'aliments jusqu'à la porte de chez moi. Donc, si j'ai de l'argent, je peux peut-être m'informer sur la qualité de l'alimentation. Et avec cela, je peux dynamiser l'économie circulaire, c'est-à-dire que si j'achète le plus vite possible, avec le moins d'intermédiaires possible à l'agriculteur ou à la famille qui produit les aliments, cet argent que je vais dépenser dans cette nourriture va revenir vers ma poche plus vite. Parce que dans des pays comme la Bolivie, il y a un grand problème de contrebande des aliments. Et la contrebande définit le prix interne des aliments et ça, c'est un phénomène que nous avons constaté dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il arrive la même chose, au Mexique aussi. Et donc, parfois, nous ne nous informons pas et donc l'argent fuit du pays tous les jours à cause de tout ça. Donc, si nous nous informons correctement, nous favorisons l'économie locale. Et une fois de plus, cet argent que je vais dépenser pour ma nourriture de tous les jours va améliorer la société, va démontrer un engagement local en faveur de l'alimentation. Merci, Catherine. Maintenant, nous allons céder la parole à Bernard. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Comme j'ai déjà expliqué, chaque région a ses propres problèmes et ses propres défis. Quant à la région de la zone est de l'Afrique, comme je l'ai déjà dit dans ma présentation préalable, oui, c'est vrai, nous répondons à des défis spécifiques, des maladies, des conflits, de la corruption, un mauvais gouvernement, c'est-à-dire que tout ceci empêche le progrès de la région. Et la pauvreté contribue au manque de stabilité et au conflit. Nous avons également des problèmes de corruption. Et donc, dans ce cadre, quel est le rôle de l'économie sociale et solidaire? Les actions que nous devons mettre en place ou les stratégies, ou quelles sont les stratégies que nous devons promouvoir? Il faut participer de manière agressive
au niveau international, surtout auprès des acteurs de croissance de l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on se rende compte que le monde, dans cette pandémie, on s'est rendu compte que le monde est un seul monde. Vous êtes au Mexique, moi je suis en Ouganda, mais je suis également au Mexique en quelque sorte. Le monde est un seul et nous devons augmenter nos connaissances et nos capacités à travers l'économie sociale et solidaire. Le problème qu'on a, c'est la compréhension des personnes. Les gouvernements doivent comprendre le rôle de l'économie sociale et solidaire dans le cadre d'un pays. Donc, parfois, le gouvernement soutient quelques organisations, mais il faut vraiment qu'il y ait des organisations internationales et que nous partagions nos expériences. Petit à petit, nous échangeons, nous développons nos capacités. Nous commençons à créer des synergies au centre et à l'est de l'Afrique. Nous sommes en train de développer des capacités. Nous avons créé une plateforme pour promouvoir le bien-être des gens. Ça, c'est le premier point dont je voulais parler. En second lieu, je pense qu'il faut qu'on travaille au niveau du plaidoyer et de la législation. Dans certains pays, il faut qu'on consolide le cadre légal qui est un défi parce que quand les gouvernements ne reconnaissent pas l'économie sociale et solidaire, les organisations ont énormément de mal. Par exemple, dans mon pays, nous avons un plan pour un plan financier pour l'avenir. Alors, il faut travailler au niveau législatif, au niveau des réglementations et de conformité avec l'ESS et de plus avec les parlements correspondants et les gouvernements pour mettre l'ESS au cœur des agendas de nos pays. Alors, il faut vraiment s'efforcer là-dessus. Et nous devons construire, impartir des formations, surtout aux fonctionnaires publics pour recevoir des formations en matière d'économie sociale et solidaire et qu'ils comprennent le rôle que joue l'ESS dans la vie des personnes. Alors, si nous ne générons pas ces capacités, si nous n'impartissons pas des formations pour les individus, nous n'allons pas pouvoir promouvoir ces agendas. Dans notre pays, les soutiens qu'on reçoit du G7 a atteint d'autres niveaux, même le mouvement ESS ou l'agenda ESS est bien aligné avec le contexte de notre pays, l'Ouganda, car nous avons impliqué le gouvernement. Nous avons suivi des formations. Les fonctionnaires publics ont été bien mis au courant et formés pour que rigoureusement ils se mettent à travailler pour le bénéfice de la capacitation et jouir des bénéfices de la capacitation dans le cadre des ESS, afin que tout le monde comprenne exactement qu'est-ce que le concept ESS et ce qu'il peut représenter. Finalement, il est extrêmement important et c'est vraiment une petite semence qu'on peut emporter avec nous pour commencer à réfléchir, à nous interpeller là-dessus, à nous interroger là-dessus, visualiser notre coexistence avec le secteur privé. Nous ne devrions pas les voir comme des concurrents, le secteur privé contre le secteur public. Il ne s'agit pas là d'une compétition féroce, il s'agit d'une dynamique de complémentation, de travailler conjointement, de coexister avec eux
pour le bénéfice de l'économie sociale. Et par exemple, si nous voulons y parvenir, par exemple, lutter contre la famine, éliminer la famine, il faut se rendre compte qu'une seule entité ne pourra pas y arriver. Ça doit être un effort d'ensemble, y compris l'agenda de l'ESS. Ce qui se passe dans mon pays, c'est que les ESS, parfois, se contredisent ou commencent à se faire et à faire la compétition au secteur privé. Mais non, il faut commencer à réfléchir, à analyser comment nous pourrons nous rapprocher du secteur privé, comment est-ce que eux nous perçoivent comme leurs alliés dans le développement et pour bénéficier l'économie et qu'on puisse coexister, c'est-à-dire les ESS et le secteur privé, qu'on puisse coexister harmonieusement. Merci Bernard. J'apprécie énormément et rapidement, je vais vous faire un commentaire sur ce dernier tour et tout ce qui tourne autour du paradigme de production et de consommation. Il me semble que Blanca, Mariana, Julien et Mariana ont fait l'accent sur ce thème fondamental, les achats publics, le besoin d'ajouter des clauses pour que les fonds d'investissement public soient assujettis aux objectifs sociaux qui sont les objectifs de l'économie sociale et solidaire. Et voici un thème qui va résonner de plus en plus, comme je le vois personnellement. Et par ailleurs, Catherine l'aborde un peu plus du côté du consommateur. C'est important également afin d'avoir une conscience de toutes les situations, la publicité, la manipulation et les commentaires qui sont faux. Ceci porte une sérieuse atteinte à la santé des personnes parce qu'ils achètent tellement de produits qui sont tout à fait le contraire de ce qu'ils affirment dans les pubs. Et Bernard, maintenant, qui nous parle de la conscience et la conscience des consommateurs, nous parle de besoin de formation qui est essentiel dans ce procès, élever le niveau de conscience des consommateurs ainsi que la reconnaissance d'un cadre juridique. Et comme nous sommes près de la fin de cette session et suivant les instructions que j'ai reçues, je dois vous donner 1 minute à chacun pour conclure. Soyez strict avec le temps. Moi, j'ai 2 questions. Pour vous, bref, j'en ai plus, oui, j'en ai plus que 2, mais je vais vous en poser 2 parce qu'on n'aura plus le temps. Et je souhaiterais que lors de cette minute de conclusion, vous puissiez établir le distinguo entre ces questions. En réalité, c'est une question que je vous pose à tous et une autre question directement pour Catherine. Pour Catherine, la question générale est quelles stratégies devront être suivies pour mettre en place et déployer l'ESS comme la bannière, le drapeau pour contrecarrer les effets de la pandémie? Et la question pour Catherine est quel est le diagnostic présenté par l'agrotourisme vis-à-vis des autorités gouvernementales et municipales? Alors, commençons avec Blanca. 1 minute, vous avez la parole. Esquerricas Roberto, merci à tous mes collègues panélistes, merci pour vos interventions qui ont été très intéressantes, vos interventions. Bon, avant de conclure, je souligne ce que Catherine a dit et recueillir cette idée
de construire de façon informée, éclairée. Ce n'est pas difficile de construire de façon solidaire. En Euskadi, nous avons fait une recherche et le résultat était le même. Ce n'est pas plus cher, ce n'est pas plus coûteux, c'est le manque d'information et d'accessibilité. Alors, je crois que les partenariats doivent se cibler surtout sur la sensibilisation du public et lancer des initiatives et promouvoir l'accès à ces initiatives. Merci. Et bon, en plus, pour répondre à votre question, les quelques réflexions que nous avons préparées suite à ce que nous avons écouté dans ce congrès. La pandémie globale de la COVID a remis en évidence toute une série de défis pour les gouvernements locaux et en collaboration avec les agents de ESS, Économie sociale et solidaire, on pourra donner une impulsion de nouveaux scénarios pour la construction d'une nouvelle économie plus durable et inclusive. Nous avons identifié 3 grands scénarios souhaitables qui contribueront à la construction de communautés locales plus résilientes, qui relèveront les défis écosociaux et d'un côté, la communauté locale inclusive et bienveillante qui placera les personnes au cœur de leur programme de développement humain local. Par ailleurs, une communauté en transition écosociale qui développe une stratégie qui nous permettra de construire un développement local durable. Et en dernier lieu, une économie pour une communauté équitable et durable qui va donner une impulsion au système de production, qui placera la vie au cœur de toutes ces activités et qui valorisera les travaux productifs et de soins et de prise en charge. Kerry Carrasco. Skerry Casco Blanca, et je cède maintenant la parole à Julian et Mariana. 1 minute chacun, s'il vous plaît. Bon, pour répondre à la question, oui, il est important de dire que nous avons déjà une vision qui découle un peu de la vision du gouvernement. Alors, les propositions de Bernard, de Catherine et de Blanca sont super importantes parce que ce sont les actions du plaidoyer, du advocate sur le territoire. Dans le cadre de la post-pandémie, nous avons fait le constat qu'il y a plus d'activités, d'acteurs de ESS et d'achat public plus qu'avant. Donc, les formes d'organisation ont servi justement pour soutenir les effets et tenir face aux effets de la COVID. Mais nous voulons dire également qu'on espère qu'on contribuera au débat et la question, quel est le rôle de l'État et des gouvernements et comment ils vont contribuer à l'ESS. Et ce travail collaboratif a été géré avec plusieurs personnes et avec la municipalité, avec différents secteurs de l'économie solidaire, avec l'économie sociale, Maria Terono, Sébastien Castellano, Madame Gladys Messias et la municipalité de Salcedo, et démontrer ainsi que nous pouvons collaborer entre plusieurs secteurs et chercher des alternatives qui nous permettront et permettront les acteurs de l'ESS de résister et de générer une économie locale. Merci. Bon, merci pour les questions. Je n'ai pas trop bien compris. Et quant au gouvernement, nous recherchons à articuler les actions avec les gouvernements locaux. Nous, on a bien fait dans les municipalités de La Paz et à quelques sections pour la commercialisation des aliments. Dans le contexte des foires, nous essayons de promouvoir le marché paysan Cenobio Lopez, qui sera aussi authentique que possible. On a grand mal en ce moment en Bolivie. Nous avons changé de gouvernement et on a installé de nouvelles administrations. Par conséquent, nous savons tous qu'il y a une bureaucratie à gérer et c'est ce qu'on a conçu, c'est ce qu'on a inventé, installé dans nos pays. Il faut le respecter, il faut respecter ces stratégies. Malheureusement, la stratégie fait partie de tout cela. Tout le monde en est conscient, mais nous ne quittons pas ces stratégies. Nous essayons d'adhérer à la normative urbaine pour occuper un espace public avec nos produits. Et pour un petit producteur, toujours, c'est difficile, c'est compliqué.
les temps qu'on nous concède sont limités et un producteur qui s'assoit avec ses oranges en pleine ville se fait rejeter et par la garde nationale, et c'est surtout le type de situation à laquelle nous faisons face tout le temps, cette violence. Et nous gérons d'autres actions par ailleurs indépendantes des gouvernements, c'est-à-dire pourquoi? Parce que ces libertés, si nous les avons, mais si nous avons ces libertés, il faut les déployer de façon responsable. Personne ne va t'incarcérer pour avoir établi des partenariats ou avoir géré des actions collectives en groupe qui ne sont pas nécessairement enregistrées de façon légale. Et en Bolivie, nous avons un système d'enregistrement. Nous avons un registre qui donne et octroie la légalité aux produits pour qu'ils puissent circuler dans les marchés, qu'ils soient formels ou informels. Mais si on donne ce registre à Coca-Cola, Nestlé, Burger King, McDo, pourquoi est-ce qu'on doit avoir ce même type de registre pour être dans la bourse? Alors, il faut mettre au courant ces directives pour obtenir ce registre légal. Mais les mobilisations collectives pour produire et offrir des aliments alternatifs sont de plus en plus légitimisées et on l'observe dans vos pays également. Cela veut dire qu'on pourra également parvenir à une légitimité et ils devront nous légaliser car finalement, le consommateur va les pressionner sur ces actions gouvernementales avec leur pouvoir d'achat. Alors évidemment, c'est difficile, bien sûr. On nous a fait passer des procès-verbaux, des sanctions. Le mouvement est vraiment persécuté pour ne pas adhérer à certaines lignes. Bon, pardon, vous n'aviez qu'une minute. Bon, merci. Merci. Alors, Mariana, de retour en Équateur. Vous avez une minute. Bon, je vous dirais que les effets de la post-pandémie ne seront pas mis en évidence en si peu de temps et les retombées seront déjà perçues en 2-3 ans pour savoir exactement comment cela a incidé, a joué sur l'économie internationale et nationale. Ma conclusion principale, je veux dire que nous sommes, nous les gouvernements locaux, l'outillage pour faire prévaloir l'économie sociale et solidaire, il est clair, on sait clairement comment les politiques se déploient au niveau national, mais le grand défi est justement de recueillir toutes ces expériences et les insérer dans la politique locale par la création d'ordonnances et comme celle par laquelle nous allons proposer ce forum et c'est un outil principal pour ce segment de l'économie. Par le biais d'une loi, d'une ordonnance, nous pourrons organiser les dépenses, donner une opportunité aux entrepreneurs de croître, la promotion et la publicité de leurs produits, la reconnaissance juridique, le financement également, pourquoi pas les ressources internationales qui y sont essentielles. Vu la situation démographique et la difficulté à l'action à certains services, il y a une grande méconnaissance qui est évidente et c'est devenu une grande barrière au renforcement de l'économie sociale et solidaire. Mais l'alliance avec l'académie, l'éducation en continu nous permettra de nous positionner comme le mécanisme principal pour générer des ressources finalement. Il me semble que par le biais des politiques publiques locales, nous pourrons contribuer, dépasser les index de pauvreté, spécifiquement les personnes qui se trouvent en situation de pauvreté extrême ici dans le canton et finalement renforcer l'économie impulsée par les familles, les économies, les ethnies et les peuples et les nationalités autochtones que nous avons dans notre canton et également l'inclusion des sexes, les enfants, les adultes et les diversités génériques, ceux qui recherchent à préserver la nature et à soigner, et prendre soin de la nature et la culture par la sociabilité et la solidarité. C'est ce que nous pourrions conclure de l'expérience sur laquelle nous travaillons dans notre canton et notre pays, l'Équateur. Merci.
Merci, Mariana. J'ai envoyé la question à Bernard en anglais. J'espère qu'il l'aura reçue. Mais Bernard, avez-vous reçu la question pour répondre en 1 minute? Thank you very much. Oui. It's a tricky question, but very much. C'est une question à piège, oui. Responding to it is not really easy, but Mais c'est pas facile de donner une réponse. Mais bon, d'après mon point de vue très personnel, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'on fait dans notre pays ou dans cette région d'Afrique. Bon, la plupart des individus, leur santé, ils ont été très atteints. 80% de l'économie dans notre pays est informelle. Les personnes survivent comme ils peuvent et l'économie se base sur des activités informelles. Donc, face à la pandémie de la COVID-19, la vie des personnes a été a été vraiment atteinte. On a vu des entreprises qui ont fermé leurs portes, des établissements qui ont fermé leurs portes, des petites entreprises qui ont fermé les portes et qui ont fait faillite. Alors, ce qu'on doit faire, c'est relancer et savoir comment nous allons construire ce qui a été détruit par la COVID-19. Peut-être nous devrons recueillir beaucoup de données. Peut-être l'ESS pourra jouer un rôle définitif pour recueillir toutes ces informations nécessaires qui nous permettront d'analyser les dégâts causés par la COVID-19 pour savoir combien de personnes ont perdu leurs activités commerciales. Alors, d'après moi, l'intervention de l'ESS est cruciale pour redonner à personne ce qu'elles ont perdu quant à leurs moyens de subsistance. Merci. Très bien, très intéressant les conclusions. Alors, la dernière, vous avez parlé d'un thème, vous avez soulevé un thème prioritaire, le fait que la crise a porté tort à tout le monde, mais à certains plus qu'à d'autres. Et dans le cas des travailleurs de l'économie informelle, ainsi que des femmes et des hommes qui ont été vraiment très atteints. Je crois que l'ESS peut être le pont qui va promouvoir la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Et là-dessus, je vais clore la session. Nous avons déjà dépassé notre temps et je remercie Blanca, Julian, Mariana, Catherine et Bernard. Merci pour vos excellentes contributions, vos excellentes interventions. Et sans plus, je vous envoie des salutations solidaires depuis Genève et j'espère qu'on se retrouvera très, très bientôt. Et merci beaucoup.